Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Arabie Saoudite et de son entrée dans le monde du football parce qu'on le sait depuis quelques mois l'Arabie Saoudite remue un peu le monde du football. Ils ont recruté Cristiano Ronaldo en décembre dernier, ce qui a été vraiment une déflagration dans le monde du foot, mais là cet été ils font énormément parler d'eux puisqu'ils ont déjà recruté Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Kalidou Koulibaly, donc on voit vraiment qu'on est face à une situation assez inédite, assez spéciale. Et la question que j'aimerais me poser, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite peut, en l'état actuel, remettre en cause l'hégémonie du football européen sur le monde du ballon rond? Est-ce qu'à terme, dans 10-15 ans, le football pourrait se jouer uniquement en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on pourrait zapper finalement le football européen? C'est vraiment la question que je me pose. Je fais différentes recherches, j'ai lu différents articles, mais évidemment, je ne suis pas expert en politique internationale, ni en géopolitique, encore moins en politique tout court. Donc ceux qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, parce que j'ai lu des articles, évidemment, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté la radio pour essayer de me renseigner un peu, mais finalement, moi, mon truc, c'est le football. Ça sort un peu de mon domaine de connaissances, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, évidemment, mais forcément, quand tu veux parler de football et que tu veux mêler l'Arabie Saoudite à ça, eh bien, il faut aussi parler de politique, de diplomatie, parce que dans le cas de ce pays du Golfe, les deux s'entremêlent et que forcément, tu es obligé au bout d'un moment de parler de politique. On va donc commencer la vidéo, j'ai mes différentes notes, évidemment, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, parce que là, on parle pas de football, on sort un peu de mon domaine de connaissances et ça me rend un peu mal à l'aise, mais bon, on va voir, hein, on va un peu en parler ensemble. Il faut savoir tout d'abord que les 4 plus gros clubs du championnat saoudien sont détenus par le pouvoir saoudien, et ça c'est une situation assez inédite parce que j'ai pas l'impression que dans les autres pays comme la Chine, les États-Unis, même l'Angleterre, j'ai pas l'impression que les plus gros clubs de ces pays-là soient détenus par le pouvoir, et ça c'est vraiment important à analyser, c'est que ça confère à ces clubs-là un budget illimité. On sait que l'Arabie Saoudite est un pays plutôt riche, voilà, l'Arabie Saoudite c'est un pays qui a énormément de moyens, et forcément quand le pouvoir vient se mêler du football et qu'il peut injecter autant d'argent qu'il veut, ça offre à ces clubs-là des moyens assez illimités, et on le sait aujourd'hui, à l'Ittihad ils ont offert quand même 200 millions à Karim Benzema sur 2 ans. Cet argent-là il sort pas de nulle part puisqu'il sort des poches du gouvernement saoudien. Quand l'offre d'Al Ittihad arrive sur la table de Karim Benzema pour qu'il vienne jouer à l'Ittihad, le gouvernement saoudien est derrière ça, et donc forcément on voit que la politique et le foot s'en mêlent, et il y a une volonté vraiment d'influencer finalement le monde grâce au football, et le pouvoir saoudien est clairement impliqué dans le monde du football en Arabie Saoudite, ce qui est le cas dans d'autres pays évidemment. Dans tous les pays, la politique se mêle du foot parce que le foot est extrêmement populaire, mais dans le cas de l'Arabie Saoudite, c'est encore plus important parce que le pouvoir saoudien a fait du football sa principale arme d'instrumentalisation politique. Il y a aussi une volonté de promouvoir le foot en Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, les gens sont très passionnés de foot. Aux États-Unis, au Qatar, en Chine, les gens sont pas vraiment passionnés par le football. C'est pas vraiment leur première passion. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, c'est complètement différent. Même avant l'arrivée des stars comme Cristiano Ronaldo ou même Karim Benzema, les stades étaient déjà pleins. L'Arabie Saoudite a un public qui regorge de passionnés. Il y a vraiment toujours des stades très remplis. Il y a toujours beaucoup de ferveur. Il y a beaucoup de clubisme en Arabie Saoudite. Les gens sont vraiment passionnés. Et le pouvoir saoudien a compris que s'il voulait influencer sa population, s'il voulait se rendre populaire auprès de cette dernière, eh bien, il fallait appuyer là où les Saoudiens aimaient finalement ce que les Saoudiens aimaient. Il fallait vraiment aimer ce que les Saoudiens aimaient. Il fallait vraiment essayer de se mettre en accord avec la population, et le fait de recruter de grandes stars, ça va pousser les gens à consommer encore plus de football, eux qui sont déjà passionnés. Vous imaginez un Saoudien qui est déjà passionné par des petits matchs de niveau Ligue 2, si tu lui ramènes Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté, il va avoir encore plus envie d'aller voir du foot. Donc c'est vrai que l'Arabie Saoudite n'achète pas vraiment les supporters parce que les supporters sont déjà passionnés là-bas, et ça c'est vraiment une grande différence. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches, c'est que je vous mettrai la statistique, le pourcentage exact, mais l'Arabie Saoudite est une population extrêmement jeune. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes là-bas, il y a vraiment une démographie qui est plutôt juvénile, et c'est vrai qu'il y a une volonté aussi de pousser les jeunes à faire du sport pour avoir une équipe de football, ou pour avoir même, je sais que l'Arabie Saoudite va organiser les prochains JO d'hiver. Quand je l'ai su, j'ai vraiment été surpris, c'est quand même une contradiction assez énorme, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une population qui est extrêmement jeune, et il y a une volonté de pousser ces jeunes à faire du foot, il y a une volonté de pousser ces jeunes à consommer du football, mais aussi à consommer d'autres sports pour pouvoir se montrer compétitif sur les différentes compétitions, que ce soit les JO ou la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite a par exemple battu le futur champion du monde argentin lors de la dernière compétition, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, et donc ça a vraiment offert un énorme prestige à l'Arabie Saoudite. Ça a énormément fait parler de l'Arabie Saoudite dans le monde, donc il y a vraiment une volonté aussi de pousser la population qui est extrêmement jeune à consommer du foot, mais aussi à en faire pour avoir des équipes de foot et des équipes pour les JO dans différents sports, et des équipes assez compétitives, et ça c'est vraiment un outil de soft power. Le soft power, j'en ai énormément bouffé lorsque j'étais en
première ou en terminale, quand j'étais au lycée, on a beaucoup parlé de ça quand je faisais des cours de géopo, mais le soft power, c'est aussi une volonté d'avoir du pouvoir, de gagner du pouvoir, mais de manière plutôt douce. Le hard power, c'est quand tu vas faire la guerre, c'est quand tu vas tuer des gens, etc. Le soft power, c'est vraiment quand tu vas te servir de choses un peu plus pacifiques, comme le football, comme le sport en général, et c'est vrai que l'Arabie Saoudite veut se servir du foot pour faire parler d'eux dans le monde, mais ça, c'est le gage de tous les pays font du soft power, avec la musique, avec la danse, voilà, tous les pays utilisent leurs artistes, leurs sportifs pour faire du soft power, et au lieu d'utiliser des armes, eh bien, on va utiliser finalement le sport, parce que c'est des méthodes un peu plus douces pour faire parler de soi. Il y a aussi une population qui est obèse, et ça c'est vraiment très intéressant, je vous afficherai aussi le pourcentage. Il y a beaucoup de jeunes en Arabie Saoudite qui souffrent d'obésité, parce que à une époque ça manquait peut-être un peu d'infrastructures sportives, c'est vrai que les jeunes pouvaient aussi vivre dans un certain confort qui les empêchait d'aller jouer au foot par exemple, et c'est vrai que on veut pousser aussi les jeunes qui sont plutôt dans une situation assez aisée, on veut pousser ces jeunes-là à faire du sport, et en ramenant Benzema, en ramenant Ronaldo, eh bien on va pousser ces jeunes-là à sortir de chez eux, à arrêter de jouer à la console par exemple, et d'aller pourquoi pas jouer au foot. Et puis surtout quand tu recrutes un gars comme Cristiano Ronaldo qui ne boit pas d'alcool, qui prône le sport, qui ne boit pas de coca, voilà, qui prône la bonne hygiène de vie et tout, ça va peut-être aussi servir d'exemple pour certains jeunes qui voudront s'inspirer de Cristiano Ronaldo, comme il l'a déjà fait quand il était en Espagne, quand il était en Angleterre. Je suis sûr que Ronaldo, même dans ces pays-là qui sont très développés, eh bien même dans ces pays-là, je pense qu'il a dû influencer certains jeunes à sortir de chez eux et à aller jouer au foot. Et bien je pense qu'en Arabie Saoudite ça peut aussi marcher, et en recrutant Cristiano Ronaldo qui est un modèle de professionnalisme, ça peut aussi pousser ces jeunes-là à adopter une meilleure hygiène de vie. Ensuite, il y a aussi une volonté de concurrencer les autres. On le sait que dans la diplomatie, on le sait que dans la politique internationale, les pays se concurrencent énormément. On sait que les Émirats détiennent Manchester City, on sait que le Qatar détient le PSG, et le Qatar, avec la Coupe du Monde 2022, a frappé un très gros coup sur le plan international, parce qu'ils ont quand même sacré Lionel Messi avec une tenue locale. Voilà, il a soulevé le trophée avec une tenue locale, donc c'était absolument incroyable de voir cette image-là, et ça a vraiment énormément apporté au développement du Qatar dans le monde et sur la scène internationale. Et évidemment que ces pays-là, qui sont les voisins de l'Arabie Saoudite, eh bien il y a une concurrence entre eux, et l'Arabie Saoudite veut concurrencer ces pays-là. Il y a une volonté par exemple avec Newcastle, parce que le pouvoir saoudien détient aussi 80%, je suis pas sûr du pourcentage, je vous l'afficherai, mais je crois que le pouvoir saoudien, le gouvernement saoudien détient 80% des parts du club de Newcastle, Newcastle qui a fini 4e de la dernière Première Ligue et qui va jouer la prochaine Ligue des Champions. Donc il y a aussi une volonté de s'implanter en Europe, et en s'effectuant en Europe, l'Arabie Saoudite peut aussi se développer. Ils ne restent pas que dans le Golfe, ils vont aussi en Europe pour s'exporter, pour voir ce qui se passe aussi ailleurs, pour essayer de gagner, parce que quand Manchester City gagne, eh bien c'est aussi les Émirats qui gagnent. Quand le PSG, ils n'ont pas beaucoup gagné ces derniers temps, mais quand le PSG gagne, eh bien c'est le Qatar qui gagne. Et donc si Newcastle vient à gagner la Ligue des Champions ou la Première Ligue, eh bien c'est l'Arabie Saoudite qui va gagner. Il y a aussi une volonté de concurrencer le PSG par exemple, qui est détenu par le Qatar, parce que pour eux le PSG c'est le Qatar, et lorsqu'on entend les rumeurs de la vente OM, c'est parce que l'Arabie Saoudite veut acheter l'OM pour concurrencer le PSG. Il y a une volonté de faire un PSG OM, il y a aussi une volonté de faire un Arabie Saoudite Qatar en France. Et ça peut vraiment être intéressant pour l'Arabie Saoudite de concurrencer le club qui est détenu par le Qatar, qui symbolise le Qatar dans le monde, en achetant le club rival. Et donc les rumeurs de l'OM, les rumeurs qui visent à dire que l'Arabie Saoudite veut racheter l'OM, eh bien elles sont fondées, parce que c'est une volonté aussi de concurrencer le Qatar, les Émirats, etc. Donc comme je l'ai dit, Newcastle c'est aussi une volonté de s'implanter en Europe, les rumeurs OM aussi. Donc c'est vrai que si l'Arabie Saoudite veut développer son football, eh bien ça passe aussi par faire du football en Europe, sur le vieux continent, là où se joue vraiment le football. On essaye un peu de s'implanter partout, et ça aussi ça fait partie du soft power. Il ne faut pas rester cantonné à l'Asie, dans le monde musulman. Il faut aussi aller en Europe, il faut aussi aller s'exporter dans ces pays-là pour montrer que le modèle saoudien est un bon modèle. Et donc pourquoi il y a un risque que le monopole européen s'estompe? Pourquoi est-ce qu'il y a un risque que finalement le vieux continent soit dépossédé de tous ses talents? Eh bien parce qu'on assiste à un phénomène plutôt inédit, c'est qu'avant les joueurs optaient pour la Chine, pour les États-Unis, pour le Qatar, mais c'était vraiment en toute fin de carrière, c'était à 37-38 ans. Moi je sais que David Villa, Lampard, tous ces joueurs-là, ils sont partis aux États-Unis, mais vraiment sur la fin. Iniesta, il est parti au Japon vraiment sur la fin, quand il pouvait même plus avancer sur un terrain. Là, on est face à des joueurs qui vont en Arabie Saoudite alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. On a un joueur comme Kalidou Koulibaly, qui est quand même un joueur qui était à son prime il y a encore 2-3 ans à Naples, qui décide d'y aller. Il y a un joueur comme Hakim Ziyech qui n'a que 30 ans, qui décide aussi d'y aller. Edouard Mendy, meilleur gardien du monde il y a à peine 2 ans, décide d'y aller également. Karim Benzema, N'Golo Kanté, qui pouvaient encore faire 2-3 bonnes saisons, eh bien ils ont décidé d'y aller également. Il y a l'aspect financier qui séduit énormément, mais il y a aussi un certain cadre de vie, et j'ai l'impression que l'Europe, le vieux continent, n'a plus que son prestige, parce que le cadre de vie, l'offre financière, elle est du côté de l'Arabie Saoudite. Il n'y a plus du tout
Aujourd'hui, l'Europe n'a plus du tout d'armes pour retenir ces joueurs-là, à part le prestige historique et à part le fait que la Ligue des Champions, par exemple, est une compétition prestigieuse. Aujourd'hui, un joueur, s'il pense qu'au football, évidemment, qu'il reste en première ligue, évidemment, qu'il veut disputer la Ligue des Champions parce que ça constitue le Saint Graal pour un footballeur. Mais lorsque tu arrives avec 200 millions sur la table, comment veux-tu que le joueur reste? Et puis surtout, il y a aussi une offre qui vise à dire que le cadre de vie est meilleur en Arabie Saoudite et on le sait que pour de nombreux joueurs musulmans, aller jouer en Arabie Saoudite, c'est la meilleure option parce qu'ils vont jouer dans un pays qui partagent finalement leur culture religieuse, etc. Et ça peut vraiment être intéressant. C'est pour ça qu'on a vu de très nombreux joueurs musulmans rejoindre l'Arabie Saoudite alors qu'ils auraient pu encore jouer quelques saisons en Europe. C'est parce que là-bas, eh bien, leur religion est parfaitement représentée. L'Arabie Saoudite est un pays musulman, donc pour certains musulmans, aller jouer dans un pays musulman, ça constitue une bonne option pour une fin de carrière ou pour un meilleur cadre de vie, se sentir plus à l'aise au sein d'un pays, ne pas avoir à s'intégrer, etc. Donc c'est vrai que on peut aussi à terme avoir beaucoup de joueurs musulmans qui y vont parce que c'est un pays musulman. Comme si ça avait été un pays chrétien, on aurait peut-être vu beaucoup plus de chrétiens y aller. C'est tout à fait logique. Donc là aussi, il y a le cadre de vie, il y a l'offre financière qui est du côté de l'Arabie Saoudite, et j'ai l'impression que ce qui peut jouer en la défaveur de l'Europe et ce qui peut la déposséder de son monopole, c'est le fait que l'Europe aujourd'hui n'est plus que son prestige historique. L'Europe aujourd'hui, pour faire face à l'Arabie Saoudite, a juste à dire on a la Ligue des Champions, on a la Première Ligue, mais c'est tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a tout ce qu'un joueur, a tout ce dont un joueur peut rêver. Finalement, l'offre financière et le cadre de vie, évidemment. Donc c'est pour ça que y a un risque vraiment de menace du monopole européen. Maintenant, là où je suis plutôt optimiste pour l'Europe, c'est que dans la tête d'un joueur qui a 20, 21, 22, 23 ans, eh bien, son rêve, c'est de jouer une Ligue des Champions. J'ose espérer quand même que pour les jeunes joueurs en centre de formation, l'objectif n'est pas d'aller à 22 ans en Arabie Saoudite, peu importe les millions qu'on te donne. Moi, j'ai 20 ans. Si aujourd'hui j'étais en centre de formation, que je reçois une offre de 100 millions de l'Arabie Saoudite et une offre de, je sais pas moi, Manchester United ou du Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, mais gagner moins, évidemment que je vais gagner la Ligue des Champions. Et j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite doit rester un pays dans lequel on va à la fin de sa carrière quand on a tout gagné. Ça doit pas être et c'est ça, et le danger est là. Le danger est là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont vouloir aller en Arabie Saoudite avant d'avoir gagné en Europe. Je pense que l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Japon, ça doit rester des pays dans lesquels tu vas quand tu as tout gagné, quand tu as enfin tout fini en Europe, parce que c'est malheureux pour ces populations-là, pour les populations saoudiennes, pour les populations américaines, pour les populations chinoises qui aiment le foot, mais le foot ne se joue pas chez eux. Les compétitions les plus prestigieuses, malheureusement, ne se jouent pas dans ces continents-là. Les compétitions les plus prestigieuses et tous les meilleurs joueurs doivent être en Europe parce que c'est là que se fait le football. C'est comme les États-Unis, par exemple, pour la NBA. C'est pas dans le championnat français je me connais pas du tout en basket, mais c'est pas dans le championnat français de basket que tu vas t'établir et que tu peux devenir le meilleur joueur du monde. À un moment donné, il faut aller en NBA parce que c'est là-bas que ça se joue. Là, c'est pareil. Si tu veux un jour avoir les honneurs, si tu veux gagner des grands trophées, si tu veux qu'on te reconnaisse, il faut que tu gagnes la Ligue des Champions, il faut que tu gagnes la Première Ligue, la Liga, ces championnats-là, parce que le foot se joue en Europe, il se joue pas en Arabie Saoudite. Et comme je l'ai dit, là où j'ai l'impression que le monopole européen peut être menacé, c'est que l'Arabie Saoudite va dégainer de plus en plus d'argent pour des joueurs qui finalement sont au prime de leur carrière, qui peuvent encore offrir de belles choses intéressantes en Europe, mais comme il y a un cadre de vie, comme il y a une offre financière, évidemment que on peut facilement céder aux sirènes saoudiennes, et ça c'est plutôt inquiétant. Donc moi, mon avis, c'est de dire que l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Chine, c'est en toute fin de carrière, quand tu as fini le jeu, entre guillemets, en Europe. Et le danger avec l'Arabie Saoudite, c'est que leur offre est tellement alléchante que à terme, on peut avoir de plus en plus de joueurs dans la fleur de l'âge. C'est le cas, là il y a les rumeurs Brozovic, mais c'est le cas de Koulibaly, de Mendy, de Hakim Ziyech, de N'Golo Kanté. Le risque, c'est que il y a de plus en plus de joueurs qui disent moi je vais en Arabie Saoudite, il y a un cadre de vie, maintenant le foot, la Ligue des Champions, la Première Ligue, les ambitions pour lesquelles je me suis autant démené depuis que je suis en centre de formation, eh bien je m'en fous. Et en fait, ça part peut-être d'un sentiment de désamour du football, parce que je pense que si tu aimes vraiment le football comme pouvaient aimer le football les joueurs des années 70, des années 80, des années 90, je pense que ton objectif, même si on t'offre un gros paquet de billets en Arabie Saoudite, c'est de jouer en Europe. Et j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui aiment moins le football qu'avant. C'est peut-être mon avis à moi, mais en tout cas j'ai l'impression que les joueurs aiment moins le foot qu'à une époque, et qu'aujourd'hui ils ont tellement un cadre de vie luxueux, etc., que le football c'est plus vraiment leur priorité. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui finalement se disent bon, je gagne un bon salaire, j'ai une bonne vie, j'ai une plutôt bonne carrière, je vais pas me démener pour aller plus haut. Ce que j'ai là, ça me va parfaitement, et donc ils vont aller en Arabie Saoudite à 26, 27 ans, parce que pour eux, voilà, le football européen, ils ont tout fait. En plus, c'est vraiment dur d'être footballeur professionnel, hein. Il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire, surtout au top niveau. Ils se disent bon, 27, 28 ans, je suis lessivé, je vais y aller, et puis voilà. Et ça, c'est vraiment inquiétant, parce que si tu aimes vraiment le football, comme pouvaient aimer le football les joueurs d'il y a 20, 30, 40 ans, et bien tu restes et tu souffres jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le foot de haut niveau peut être une souffrance
France pour certains joueurs de continuer à se dépasser à 32, 33 et qui se disent bon, je vais aller en Arabie Saoudite. Et ça, c'est vraiment le vice. C'est vraiment une volonté aussi de partir, de se dire bon, je vais plus faire d'efforts comme avant, etc. Donc ça, c'est vraiment un débat un peu plus philosophique. Je me suis un peu égaré sur ces dernières minutes, mais en tout cas, c'était 15 minutes de vrai plaisir de parler de ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me corriger si je me suis trompé, vraiment, parce que c'est vraiment possible, et à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, on avance ensemble l'équipe et à bientôt.